C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à ce colloque et de pouvoir m'associer à l'hommage rendu à Marc Fumaroli, et je remercie Antoine Compagnon de m'y avoir invité. En proposant de parler d'Ernst Jünger, j'ai pris quelques risques, car il reste difficile de parler de cet auteur, surtout en France, où il fait l'objet d'un culte tout à fait exagéré. Il n'est pas rare d'entendre ses admirateurs parler de lui comme du plus grand écrivain allemand du XXe siècle. Un culte qui n'a d'égal que l'exécration à laquelle d'autres germanistes, parmi les meilleurs, voudraient le vouer. Revenir à Jünger s'imposait néanmoins dans un colloque consacré aux arts de la guerre et de la paix en Europe, à condition toutefois de parler de l'art après la mort de l'art, car je suppose qu'il ne vient à l'idée de personne de parler de l'art de la guerre à propos des deux guerres mondiales du XXe siècle, ni de l'art de la paix, si l'on songe aux suites calamiteuses du traité de Versailles ou aux malheurs de l'Europe centrale et orientale après 1945. Albert Béguin, dans son compte-rendu développé de La paix d'Ernst Jünger, publié dans Critique en mai 1947, concède que, je cite, « Jünger est la seule révélation qu'ait apportée la propagande allemande durant l'occupation ». Puis il ajoute que cet auteur, que l'on présente parfois comme un adversaire du nazisme et qui probablement croit l'avoir été, doit être compté parmi les annonciateurs du Troisième Reich et les premiers propagandistes de son idéologie. On s'y trompe, ajoute Albert Béguin, parce que son aristocratisme militaire l'a éloigné d'Hitler. Comment ne pas souscrire à ce jugement d'Albert Béguin, parfaitement juste et équitable? Mais à l'opposé, comment ignorer la force de fascination qu'exerce aujourd'hui encore non seulement l'œuvre considérable, mais aussi le destin exceptionnel d'Ernst Jünger. Dans la première édition d'Orage d'acier en 1920, qui porte le sous-titre « Extrait du journal d'un chef de troupe d'assaut », Jünger a profondément remanié ses carnets de tranchées pour les condenser, les mettre en forme et pour composer à la fois un récit héroïque et un compte-rendu objectif de la vie quotidienne d'un combattant d'élite. C'est cette objectivité du témoignage de Jünger qui explique qu'Orage d'acier ait été un document de référence, même pour un auteur d'inspiration pacifiste comme Erich Maria Remarque dans le fameux « À l'Ouest, rien de nouveau » publié en 1929. Le roman de Remarque est moins précis, moins naturaliste que les journaux de tranchées de Jünger, à l'opposé de l'attitude du combattant mise en scène dans Orage d'acier, mu par une énergie inlassable et opiniâtre. Les soldats représentés par Remarque sont les victimes d'une machinerie inhumaine dont le sens leur échappe. Malgré sa dette envers Orage d'acier, À l'Ouest, rien de nouveau apparaîtra comme un manifeste pacifiste dont les admirateurs de la froideur héroïque de Jünger dénonceront la sentimentalité larmoyante et défaitiste. Ernst Jünger a clairement pris parti contre les romans pacifistes. Dans la préface au Bocteau 125, en 1924, il écrit par exemple « Chez nous non plus, il n'a pas manqué de gens, à l'instar du français Henri Barbus, pour concevoir la guerre comme un processus matériel, pour mettre en valeur ses aspects négatifs et pour tenter, à l'inverse, d'ériger l'édifice d'une vague félicité pacifiste. Ces auteurs fondent leur raisonnement sur la dévastation des villes et l'horreur des souffrances, comme si notre obligation la plus haute était d'éviter la douleur. Ils ignorent tout d'une volonté qui ne recule pas devant la responsabilité de sacrifier des valeurs aussi éphémères que la vie et les biens lorsqu'il s'agit de réaliser la grandeur d'un peuple et de ses idées. Le premier état du journal de guerre de Jünger, commencé le 30 décembre 1914,
date de son départ de Hanovre pour le front. Jünger a 19 ans, puis interrompu au début de septembre 1918, au moment où Jünger est conduit en Lorraine au point de rassemblement des blessés devant être évacué. Ce premier état a fait l'objet en 2010 d'une édition commentée qui éclaire d'un nouveau jour les journaux de guerre publiés en 2008 dans la bibliothèque de la Pléiade. Dans les documents qui permettent de reconstituer le vécu de guerre des combattants de la Première Guerre mondiale, dans les nombreux carnets, journaux et lettres en particulier, on cherche habituellement la réponse à quelques questions que d'autres sources ne permettent pas de traiter. Comment fut-il possible, dans des conditions aussi terribles, de maintenir si longtemps la capacité de combat d'un si grand nombre de combattants ? Or, ce n'est pas seulement la régularité quasi miraculeuse des notations de Jünger, combattant exceptionnellement courageux et audacieux, qui impressionne, c'est aussi sa facilité d'écriture. Nulle trace ici de la pulsion de silence et de la difficulté à exprimer l'indicible dont parle un historien spécialiste des journaux de guerre. Dans le journal de tranchée de Jünger, on sent même un goût de l'écriture qui annonce l'écrivain, et l'on trouve relativement peu de traces d'un vécu de guerre traumatisant. Jünger traverse la Grande Guerre comme l'expérience grisante d'état limite et comme une recherche du dépassement de soi. Le mépris du danger n'a d'égal dans ses carnets que le mépris de la vie d'autrui. Jünger se borne souvent à faire le compte des cibles humaines qu'il a touchées et des blessures plus ou moins graves qu'il a subies. Dans le journal de guerre publié en 2010, on reconnaît à l'état brut les matériaux dont l'auteur s'est servi pour composer Orage d'acier. Mais on peut aussi vérifier le fait, à première vue paradoxal, qu'un historien a constaté chez les combattants américains. Ils ne se battaient pas, je cite cet historien, pour des motifs idéologiques ni contre un ennemi. Dans le cas d'Ernst Jünger, surpris le 1er août 1914 par le décret de mobilisation générale, alors qu'il est resté dans la maison familiale de Rehburg, près de Hanovre, pour préparer le baccalauréat, c'est le rôle tout à fait secondaire de l'enthousiasme patriotique et nationaliste qui est frappant. Jünger s'engage comme volontaire par goût de l'aventure et pour échapper aux corvées scolaires, ravi d'avoir obtenu le baccalauréat le 21 août à la faveur d'une session exceptionnelle d'urgence. J'insiste sur cet état d'esprit du jeune Jünger. Le futur intime de Carl Schmitt n'est pas habité par l'antagonisme de l'ami et de l'ennemi qui est posé dans la notion de politique de Schmitt de 1932, chapitre 5, l'ennemi, la décision de guerre et la désignation de l'ennemi. Chez Jünger, la guerre est représentée comme une joute de combattants qui s'affrontent, non comme des ennemis, mais comme des adversaires. Le désir d'évasion et d'aventure l'a poussé l'année précédente à s'engager dans la Légion étrangère avec le projet de déserter une fois parvenu en Algérie et d'explorer le continent africain sur les traces de Stanley. Ayant fait une fugue à Verdun pour s'engager dans la Légion, il est arrivé à Sidi Bel Abbès, il a déserté avant d'être repris et mis au cachot. Entre-temps, son père a obtenu l'annulation de l'engagement d'une recrue encore mineure. Ernst Jünger raconte cet épisode dans le roman Jeux africains de 1936. Le départ pour la guerre en 1914 constitue pour Jünger une nouvelle fugue qui cette fois n'a rien de clandestin, hors de la normalité de la vie bourgeoise. Quand il quitte Hanovre le 30 décembre 1914, il emporte avec lui le premier des carnets dans lequel il tiendra le journal de son expédition. Dès le début, son désir d'aventure va de pair avec un projet d'écriture. Pendant les 4 années de guerre, il subit 14 blessures dont chacune aurait pu le tuer ou le rendre invalide. Il en fait le compte à la fin d'Orage d'acier. J'avais attrapé au total un minimum de 14 blessures.
soit 5 balles de fusil, 2 éclats d'obus, 1 balle de shrapnel, 4 éclats de grenade et 2 éclats de balles de fusil qui m'avaient laissé, compte tenu des trous d'entrée et de sortie, une somme exacte de 20 cicatrices. Dans cette guerre où le feu s'en prenait déjà plutôt aux espaces qu'aux hommes, j'avais tout de même réussi à m'attirer personnellement 11 de ces projectiles. Aussi, est-ce à bon droit que j'accrochais à ma poitrine la médaille d'or des blessés qui me fut conférée à ce moment-là et qui, à mes yeux, a autant de valeur que la croix rayonnante bleue pour le mérite, la plus haute décoration militaire allemande. Il y a dans ce premier état du journal de guerre de Jünger des moments de sauvagerie destructrice, décrits dans une langue fruste et brutale, dont voici un exemple daté du 17 décembre 1917. Dans le prolongement de notre tranchée, le Tommy se défendait. À 150 mètres à droite de nous, il y avait une tranchée bondée de Tommies qui tiraient sur nous. Ils essayaient de monter à l'assaut à côté de nous. Fracas indescriptible de grenades qui retentit. Les grenades à main volent par douzaines comme des boules de neige, au point que tout est plongé dans une épaisse fumée blanche. 2 hommes me passent continuellement des grenades dégoupillées que je lance d'une main sûre sur les Tommies. J'aurais voulu avoir 100 mains, mais je faisais déjà assez de dégâts comme ça. Avec ça, des hurlements affolés de sang-gorge des 2 côtés. Dans la chaleur de l'instant, je n'entends et je ne vois plus que les types que je veux anéantir. Pour la publication, Jünger émaillera son journal de quelques descriptions ornementales destinées à montrer que sous le guerrier perçait déjà l'observateur goethéen de la nature, l'expert en botanique, en entomologie et en géologie. En prélude à la bataille de la Somme, en mai 1916, Jünger fait une promenade à cheval aux alentours de Croisilles. Je cite, « Le trèfle fleurissait en lourds coussins d'un rouge sombre dans les prairies bordées de haies de pruneliers blancs et à l'entrée des villages, les gros candélabres des marronniers en fleurs flamboyaient dans le demi-jour. » La métamorphose du journal de guerre est saisissante. La brutalité et la sécheresse des carnets de tranchées ont fait place à une écriture de style classique. Jünger expérimente le procédé qui deviendra un maniérisme dans Jardins et routes. Les scènes de massacre alternent avec des tableaux de nature et les unes comme les autres sont décrites avec une objectivité distanciée. Pour résumer l'évolution de Jünger entre son premier départ pour le front et la fin de la guerre, on peut dire qu'au début, il croit s'être engagé dans une aventure qui lui permettra d'égaler à la fois le blanc Old Shatterhand et l'Apache Winnetou, héros des romans d'Indiens de Karl May qui ont pour décor le Far West. Comme tous les adolescents allemands de sa génération, Ernst Jünger a lu avec passion ces livres de Karl May. Sa représentation de la bravoure chevaleresque y trouve une de ses références les plus vivantes. Ce passage d'une lettre d'août 1917 à son frère Friedrich Georg Jünger imite le style de Karl May. « Je sautais fougueusement de cratère en cratère, tout à coup 2 coups dans la poitrine. Je me retourne et je dis « Aïe !» D'une voix sourde et douloureuse, je laisse tomber mon arme et, entre guillemets, je m'affaisse blessé à mort, comme on dit dans les romans. Ayant pris peu à peu conscience de l'importance de son témoignage, Ernst Jünger se cherche de plus nobles modèles. Ainsi, le 16 août 1918, il demande à son frère Friedrich Georg de lui envoyer La guerre des Gaules dans l'édition qu'il a pratiquée au lycée, ajoutant qu'il espère y trouver l'exemple du réalisme objectif, de la Sachlichkeit, à laquelle il aspire lui-même pour le livre de guerre dont il a désormais le projet bien arrêté. La volonté de se draper dans des sentences latines apparaîtra encore dans la préface de la première édition d'Orage d'acier. « Iliakos muros peccatur intra et extra », écrit Jünger citant Horace et déformant légèrement le texte. Puis il poursuit
Le degré d'objectivité d'un tel livre est le critère de sa valeur. La guerre, comme toutes les actions humaines, se compose de bien et de mal. À côté de valeurs à leur sommet, s'ouvre la béance des plus sombres abîmes. À l'endroit même où un homme est parvenu au degré presque divin de l'accomplissement, celui où le dévouement désintéressé à un idéal va jusqu'au sacrifice de sa vie, il se trouve un autre homme pour fouiller avidement les poches de son cadavre à peine refroidi. Le 25 août 1918, gravement blessé au poumon près de Cambrai, sauvé par ces hommes qui réussissent à le ramener jusqu'aux lignes allemandes, Jünger est renvoyé à Hanovre, au couvent des Clémentines, où il continue la lecture de Tristram Shandy pendant sa convalescence. Pour lui, la guerre est terminée. Dans les mois qui suivront, il se consacre à la mise en forme de ses carnets, en vue de la publication qui paraît en octobre 1920 à compte d'auteur aux éditions Robert Meyer, le nom du jardinier de la famille Jünger. Il expliquera dans la préface de la 3e édition de 1924, lorsque l'ouvrage sera devenu un best-seller, « Je me suis décidé à retravailler soigneusement mes journaux une nouvelle fois. J'observais que brûlait encore dans ces lignes une sauvagerie originelle. Entre ces feuillets et ce livre, il y a toute la distance qui sépare l'action de la littérature. » Le point de vue de Jünger a évolué. Au fil des éditions successives d'Orage d'acier, il n'a pas hésité à ajouter ou à retrancher des commentaires qui entrent en flagrante contradiction avec le souci d'objectivité initiale. On dénombre 8 versions différentes d'Orage d'acier, de 1920 à 1978. La 3e édition de 1924 est augmentée de nombreux passages célébrant la guerre comme le creuset d'une communauté régénérée et comme la haute école de l'homme nouveau. Au début des années 30, et de plus en plus nettement après que Hitler a pris le pouvoir, Jünger cherche à se mettre en retrait de la sphère politique. Pour les rééditions d'Orage d'acier dans les années 30, il élague les passages qui avaient servi la propagande nazie. Même sous cette forme revue et corrigée, Orage d'acier continue à très bien se vendre. On estime à 234 000 le nombre d'exemplaires d'Orage d'acier vendus en Allemagne entre 1920 et 1945. Après la Deuxième Guerre mondiale, nouveau revirement, Jünger gomme les passages les plus sanglants et les plus chargés d'idéologie guerrière. Dans son journal de guerre, ou plutôt de son journal de guerre, Jünger a tiré d'autres œuvres où la recomposition quasi fictionnelle du vécu de guerre, la mise en scène et le commentaire font passer au second plan l'intérêt documentaire. J'insisterai sur l'essai « Le combat comme expérience intérieure », écrit en 1921, publié en 1922. C'est là que s'exprime le plus nettement ce que Marc Fumaroli, mercredi matin, dans son allocution d'ouverture, appelait très justement la mystique de guerre de Jünger, qui nous frappe aujourd'hui en raison de son caractère terrifiant, mais aussi en raison de son importance historique. Soit dit au passage, cet essai montre aussi quel est le mode de représentation de la guerre chez Jünger. Ce qui lui importe, c'est la guerre en tant qu'épreuve, dans laquelle se révèle un caractère et dans laquelle une civilisation se découvre et doit ou bien se refonder ou bien quitter la scène de l'histoire en marche. La guerre est la mère de toutes choses, écrit Jünger, paraphrasant Héraclite. La guerre est notre mère, répète-t-il en 1926, ajoutant dans un autre article de 1926, « L'Allemagne est notre grande mère, l'Europe n'est pour nous qu'un concept subordonné à celui de nation. » La traduction du mot « polémos », utilisé par Héraclite, par guerre, est certainement contestable dans le contexte d'Orage d'acier, mais c'est un jeu sur les mots qui caractérise aussi la réception de Nietzsche depuis l'époque wilhelminienne. Je rappellerai l'avant-propos de Nietzsche à la 2e édition du Gai Savoir de 1897. Toute philosophie qui place la paix plus haut que la guerre autorise à se demander si ce ne fut pas la maladie qui inspira le philosophe.
Nietzsche, lui non plus, ne parle pas de la guerre au sens d'orage d'acier. Il n'a vu de près que la guerre franco-allemande de 1870. Mais sa formule sert de caution à la vision jungerienne de la guerre comme manifestation de la grande santé du combattant et comme régénération de toute une société. Parmi les productions littéraires dérivées du journal de guerre d'Ernst Jünger figure aussi le petit roman intitulé Sturm, que Jünger publia en feuilleton dans un journal de Hanovre. Sturm est le nom du héros du roman, étudiant en zoologie de l'université de Heidelberg, écrivain engagé volontaire de 1914 à qui Jünger s'identifie. Sturm est aussi chargé de connotations de Sturm und Drang, Tempête et passion, titre de la pièce de Klinger de 1776, à Sturmabteilung, section d'assaut SA, fondée en 1921. Dans le roman de Jünger, le lieutenant Sturm est un singulier mélange de lansquenet et d'esthète. En lui s'unissait étrangement, écrit Jünger, un naturel robuste et une tendance à la décadence. Imprégné de Baudelaire, de Huysmans, de Rimbaud, de Nietzsche et d'Edgar Poe, Sturm vit la guerre comme, je cite, une remontée des eaux vives des origines qui submerge les plaines d'une civilisation tardive et habituée à tous les luxes. En 1966, Jünger déclarera que Stendhal fut le modèle de son journal de guerre. Stendhal fut mon maître. On lit souvent sous sa plume, je suis curieux de savoir ce qu'on dira sur ce point au XXe siècle. De même, au XXIe siècle, le jugement historique remplacera le point de vue politique. La référence à Stendhal va dans le même sens que la transfiguration littéraire du vécu de guerre dans Sturm. Quelle force l'avait poussé, je cite Sturm, lui, l'homme des livres et des cafés littéraires, l'intellectuel au visage nerveux. Pourquoi avait-il rejoint l'armée au milieu de ses études de doctorat ? C'était la guerre qu'il avait dans le sang, comme tout vrai fils de son époque, bien avant que la bête furieuse déboule dans l'arène. Car l'intellect était allé trop loin, la vie des sens était devenue plus intense, on n'était plus que muscles tendus, regards tendus, oreilles tendues. Qui aurait rêvé de telles émotions il y avait seulement 2 ans ? Du dandysme et de la décadence, de l'esthétisme à l'héroïsme combattant, on n'est pas loin de D'Annunzio ou du futurisme de Marinetti dans cet autoportrait fictionnel d'Ernst Jünger en lieutenant Sturm. Le héros du roman de guerre de Jünger est cependant présenté comme un Européen cosmopolite. Les hommes des différents peuples lui paraissaient désormais comme des amoureux qui ne jurent que par une seule bien-aimée, sans savoir qu'ils sont tous possédés par un amour unique. L'expérience des champs de bataille de la Grande Guerre aurait été le creuset, dans lequel la France et l'Allemagne se seraient fondues pour ne faire qu'un, tout en se combattant. Cette idée paradoxale de Jünger va de pair chez lui avec la conviction qu'il n'a pas failli à sa vocation européenne en se jetant à corps perdu dans la bataille. Jünger établit une différence stricte entre pacifisme et amour de la paix. Le pacifiste, écrit-il en 1925, est prêt à tout sacrifier pour maintenir la paix. Le combattant, lui, aime la paix, mais tient la nation pour une valeur plus haute. En 1926, Jünger déclare « Notre vie présente est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Le mot « paix » a perdu pour nous son sens, je dirais même son attrait. » Je me tournerai maintenant vers l'écrit « La paix », appel à la jeunesse d'Europe et à la jeunesse du monde, conçu par Jünger dès la fin de l'année 1941 et rédigé en 1942-43. Rappelons qu'en février 1939, Jünger a commencé à écrire sur les falaises de marbre. En avril 1939, il a commencé le journal qui sera publié sous le titre « Jardins et routes ». Mobilisé en août 1939 avec le grade de capitaine, il est resté en position sur la ligne Siegfried de novembre 1939 à mai 1940,
Puis il a suivi l'avancée de l'armée allemande, avant de repasser la frontière allemande avec ses hommes le 24 juillet 1940. C'est le 24 avril 1941 qu'il est entré à Paris à la tête de sa compagnie. Bientôt lié au colonel Speidel, chef d'état-major, commandant en chef des troupes allemandes en France jusqu'à février 1942, il est introduit par Speidel dans le cercle Georges, du nom de l'hôtel Georges V, où se retrouvent quelques officiers allemands qui n'approuvent pas la politique de Hitler. Lui qui écrivait en 1926 « À coup sûr, nous préférons une France fasciste à une France démocratique, mais la France d'un Maurice Barrès nous est plus chère que celle d'un Barbus », rencontre en octobre 1941 Sacha Guitry, puis Drieux-La Rochelle, en novembre Gaston Gallimard, Jean Cocteau et Paul Morand. Le 7 décembre 1941, il fait la connaissance de Céline à l'Institut allemand dirigé par Karl Epting. C'est pendant ce mois de décembre 1941 que, selon Jünger lui-même, germe l'idée de l'essai sur la paix. En mars 1942, dans le salon de Florence Gould, Jünger rencontre Giraudoux, Jouandeau, Léoto, Pollan. Énumération qui, bien entendu, comme la précédente, ne vise pas à mettre les fréquentations parisiennes de Jünger sur le même plan, mais à montrer son intelligence et son agilité diplomatique. En date du 22 juillet 1942, Jünger note dans son journal « Chez Picasso cet après-midi, au sujet de la guerre, à nous deux, tels que nous sommes assis ici, nous négocierons la paix cet après-midi même, me dit Picasso, et ce soir, les hommes pourront illuminer. » Jünger citera souvent par la suite cette phrase de Picasso pour accréditer l'image qu'il veut donner de lui-même, celle d'un Européen qui n'a fait la guerre que pour préparer la paix. Jünger écrira plus tard « La conception de la paix coïncidait avec l'extension la plus vaste du front des armées allemandes. Son but était purement personnel. Elle devait servir à ma formation, c'était en quelque sorte un entraînement à la justice. » Le texte, initialement placé sous le signe de la victoire allemande, apparaît donc comme une tentative d'infléchir la politique allemande d'occupation de la France et de consolidation d'un empire européen. Un an plus tard, sous la pression des événements, la perspective change. La rédaction du mémoire sur la paix, après l'expérience décisive du Caucase, où Jünger est envoyé en novembre-décembre 1942, qui lui a permis de constater la fragilité de la Wehrmacht à l'Est, le mémoire sur la paix se transforme en un projet de paix de compromis qui apparaît à présent comme la meilleure politique. C'est aussi l'espoir des conjurés de l'attentat du 20 juillet 1944, proche d'Ernst Jünger. Certains biographes de Jünger insistent sur l'étendue des risques pris par Jünger au moment de la rédaction de ce manuscrit qui, s'il avait été découvert, aurait pu lui valoir de très graves sanctions, peut-être même la peine de mort. Mais pour un mémoire secret, le manuscrit de Jünger jouissait d'une surprenante notoriété, comme le révèle cet épisode rocambolesque. Le 1er mai 1944, Speidel, devenu chef d'état-major de Rommel à la Roche-Guyon, envoie un motard à Jünger pour obtenir une copie de la paix afin de la communiquer au maréchal. Ce dernier aurait dit, après avoir lu le texte, « On pourra s'en servir comme base de travail ». Lors de sa publication à la fin de l'année 1945 aux éditions Erasmus d'Amsterdam, puis en traduction française en 1948, l'opuscule de Jünger sur la paix change une troisième fois de sens. Il paraît cette fois dicté par une orgueilleuse fidélité à soi-même et par la volonté d'auto-justification. L'un des reproches que l'on m'adresse est que je n'aurais pas suffisamment approfondi la question des responsabilités, écrit Jünger dans une lettre à Banin, placée en tête de la traduction française.
Mais lorsque j'écrivais cet essai, je nourrissais encore l'espoir qu'il nous serait possible d'effacer par nos propres forces les taches sur notre honneur. Malgré la hauteur de vue de certaines pages, l'essai de Jünger provoque un troublant malaise. Je parle évidemment en mon nom personnel. Les deux parties sont intitulées « La semence et le fruit ». Selon Jünger, je cite, « Cette guerre aura été la première œuvre commune de l'humanité. La paix qui la terminera doit être la seconde. Les fruits de la guerre doivent être universels. » Il précise un peu plus loin. Tous les peuples ont participé aux souffrances. Il faut donc que la paix apporte des fruits pour tous. Ou encore, cette guerre doit être gagnée par tous. La question des frontières est désormais caduque, estime Jünger. De nouveaux empires sont appelés à succéder aux anciens États-nations. Il faudra éviter de rééditer les erreurs commises lors du traité de Versailles et pour y parvenir, reconnaître que la guerre de 1940, je cite, « n'était pas une guerre de conquête, mais une guerre d'union. » Je dis bien une guerre d'union, Einigungskrieg. Ce que l'Allemagne nazie, concède Jünger, a été la première à oublier et à méconnaître. Un peu plus loin, on tombe sur une phrase tout aussi surprenante. La pause qui suivit l'armistice permit d'apprécier à quel point ces deux pays sont faits pour se compléter. Dans bien des cœurs, l'adhésion à un ordre nouveau était sans arrière-pensée. Au terme de ce parcours, comment ne pas conclure que Jünger excella moins dans l'art de la paix que dans celui de la guerre ? Cet opuscule sur la paix de 1942 et 1943 met à nu les contradictions insurmontables dans lesquelles s'était enfermé Jünger pendant les années de Deuxième Guerre mondiale. Il se présentera comme une figure de proue de l'exil intérieur, comme un ami de la France, comme un bon Européen. Mais était-il possible d'être dans les deux camps à la fois, de porter l'uniforme d'officier allemand dans Paris occupé et d'œuvrer pour la paix? Le tour de force de Jünger est d'être parvenu à le faire croire à ses admirateurs, sans doute parce qu'il avait fini par s'en persuader lui-même.